Alors, rapidement, c'est un réseau qui fait par an 56 000 à 55 000 interventions sur la France entière et dans les DOM, et Corse comprise. Et là-dedans, on intervient auprès de 45 000 propriétaires occupants, qui est un peu le cœur de cible de des personnes âgées, puisque nous réalisons en fait par an, je vous avais mis 21 000 en 2016, mais nous sommes passés à 22 700 en 2017. Donc, nous sommes en progression là-dessus, ce qui fait de notre réseau le premier opérateur en matière d'amélioration et d'adaptation de l'habitat pour les personnes âgées. On est principalement spécialisé dans l'intervention auprès des personnes qui habitent dans le parc privé, beaucoup plus que sur le parc HLM, si ce n'est que pour les personnes âgées handicapées, nous avons beaucoup de bailleurs sociaux qui conventionnent avec nous pour utiliser notre expertise sur l'adaptation et le maintien à domicile des personnes âgées, voire handicapées. Un point important, c'est qu'on a révisé notre projet en 2015 et on a pointé notre projet sur trois points essentiels, qui est la notion de fragilité, parce que la notion de personnes défavorisées, ce sont des personnes qui ont de faibles revenus, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ouvre à quelque chose de plus large, parce que les fragilités renvoyaient à des personnes, notamment les personnes âgées handicapées, qui n'étaient pas forcément dans des situations économiques dégradées, mais qui avaient des vraies difficultés pour se maintenir à domicile et donc à avoir un conseil pour adapter leur logement. On est évidemment, de par notre histoire, les partenaires des caisses de retraite, avec qui nous avons à chaque fois des cadres conventions et pour lesquels nous intervenons. À chaque fois, quand il y a si vous voulez, une négociation en termes d'action sociale en matière d'habitat, sur le volet habitat, c'est des négociations que la fédération entame avec chaque caisse de retraite au niveau national, le régime principal, qui après se déploie partout en France, quel que soit l'opérateur. Donc ce rôle historique, on continue à l'avoir et on le déploie maintenant pour des mutuelles qui font appel à nos services. Et bien sûr, on est au service des CLIC et des CCAS et des collectivités locales, conseils départementaux notamment, pour travailler sur cette dimension. Alors, maintenant que j'ai un peu présenté le cadre de notre action, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à convaincre une personne âgée à se lancer dans des travaux d'adaptation et de maintien à domicile? C'est pas un chemin simple. Pourquoi? Parce que pour la plupart des personnes âgées que nous rencontrons, alors peut-être que vous en rencontrez d'autres, mais nous, celles que nous rencontrons, il y a quand même pas mal de résistance au changement, qui sont multiples et qui se combinent. Donc si on perçoit pas bien ça, on va dans le mur et on va pas faire grand-chose avec ces personnes. Donc il y a la question du fait d'aborder la question du vocabulaire. C'est-à-dire que si vous leur parlez de ce qui se passe en Suède, de ce qui se passe au Pays de Galles, de ce qui se passe... Enfin, ils auront du mal à vous suivre. Donc il faut être très concret. Et c'est vrai que pour eux, la question d'améliorer le logement, ça, ils comprennent. De mettre aux normes, ça c'est quelque chose qu'ils arrivent à bien voir. Rafraîchir, on va bien rafraîchir son intérieur, parce qu'on voit bien que les peintures c'est pas terrible, machin, hein. Mais ça ils sont partants, hein. On n'a pas de problème. Mais alors de se dire qu'on va adapter leur logement, alors là c'est autre chose. Adapter, rendre accessible un logement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et finalement, ça renvoie pour ces personnes âgées plus pour une situation d'une personne handicapée avec son fauteuil roulant. Ah là, on comprend très bien qu'il faut adapter le logement, parce que tout le monde, ça c'est bien compris. Mais qu'eux-mêmes doivent adapter leur logement, ça c'est autre chose. Du coup, et puis surtout pour quelqu'un qui se fait, dont tout le monde l'appelle comme étant un senior. Le senior, c'est quelqu'un qui est hyper dynamique, machin. Donc c'est pas si simple que ça de l'amener à réfléchir sur cette question. Et puis pourquoi changer effectivement l'aménagement? Pourquoi changer ses habitudes quand jusqu'à présent il a convenu? Je veux dire que globalement, on y a bien habité. Ça fait 30, 20, 35, 40 ans. Quand on est propriétaire occupant et personne âgée, on est rarement en accession à la propriété. Donc vous avez un logement que vous occupez depuis 10, 20, 30 ans et qui jusqu'à présent, à part des problèmes de rafraîchissement, ne vous a pas posé de grosses difficultés. Ou éventuellement une fuite, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et puis ensuite, adapter, ça veut dire changer ses habitudes au quotidien.
est-ce que moi, j'ai envie de changer mes habitudes qui ont, jusqu'à là encore, sont inscrites dans mon rituel du matin, de l'après-midi et du soir. Et du coup, pour gommer quel risque? Enfin, vous me dites qu'il faut que j'adapte mon logement, et moi, je vois pas trop pourquoi. Enfin, pour le moment, j'ai un peu de mal. Et puis, quand on commence à attaquer vraiment la question de, on va se promener dans le logement pour savoir ce qu'il y a à faire, et que vous rentrez dans la chambre, dans les sanitaires, vous rentrez dans l'espace intime de la personne. Et convaincre que l'espace intime doit changer, parce que c'est un espace qui est devenu risqué pour la personne, c'est tout sauf simple. Voilà. Donc, on rentre dans l'espace intime, et ça veut dire que là aussi, il va falloir déplacer des objets. Le pire, c'est de défaire un arrangement qui a été fait par le mari bricoleur. Ça, je vous raconte pas. Et puis finalement, ça amène à quoi? Ça amène au fait de perturber certains repères. Enfin, on perturbe la personne dans son environnement qui est celui de tous les jours, du quotidien. Elle se lève et elle se couche au même endroit. Donc, enfin, je pense. Hein. Bon. Donc, vous voyez, c'est ces questions qui se posent quand on intervient. Et puis finalement, et c'est là, il faut les comprendre, c'est que la retraite, c'est un âge qui est fait pour se détendre, pour profiter enfin, surtout qu'on sait tous qu'on va travailler jusqu'à 80 ans maintenant, donc qu'au moins on en profite les premières années. Voilà. Donc, est-ce que c'est déjà un âge, quand on a 65, 70 ans, même 75 ans, pour anticiper un avenir difficile à entrevoir? Et nous, c'est notre constante, c'est-à-dire que tous les jours, c'est ce à quoi on est confronté pour qu'on puisse arriver à ce que la personne s'engage dans ce type de projet, de travaux. Alors, on l'a vu, c'est pas simple, mais ça reste toujours un choix difficile. Et là, ça renvoie à quelques points. La situation de la personne, des difficultés qu'il faut identifier. On l'a dit, elle peut être isolée. Elle peut être fragile psychologiquement, c'est-à-dire vous dire oui un jour, et une semaine après vous dire non, on n'a pas compris pourquoi. C'est une personne qui a pu chuter plusieurs fois dans son domicile, mais qui à chaque fois aura minimisé l'impact. Finalement, je me suis relevé, j'ai rampé machin et je suis arrivé jusqu'à la rampe et j'ai pu me relever, donc c'est pas si grave que ça. Et puis, c'est pas si simple quand on s'adresse à un couple qui a 65-75 ans, quel discours avoir, alors que lorsqu'on s'adresse à une personne âgée de 75, 85, 90 ans, qui voit ses capacités à décliner, quel discours avoir? Comment on adapte son discours? Comment on va adapter du coup le projet qu'on va proposer à la personne? C'est lié bien sûr aux caractéristiques du logement. Alors, ça a été abordé par Jim, mais le logement en copropriété, on connaît tous la question des conseils syndicaux et des votes, parce qu'on a certains logements où, si on veut adapter, ça va avoir répercussion sur les espaces communs. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La ville, la maison de ville et ses marches. Le pavillon et ses gravillons, extraordinaire pour ce que ça figure. La ferme et sa forme biscornue, enfin voilà, en Savoie, faut y aller parce que c'est bon. Voilà, donc à chaque fois, on a aussi des configurations liées au bâti qu'il faut savoir analyser, sinon on passe à côté. Et puis, on l'a dit, je le redis, c'est les demandes initiales portent peu sur l'accessibilité, l'adaptation, je n'ai pas compris. Moi, je vous avais appelé parce que, justement, je voulais qu'on entretienne mon logement, je voulais qu'on le rénove, je voulais qu'on mette du confort. Et vous me dites que, finalement, au-delà du confort, mon vrai confort, c'est d'adapter. Enfin, je ne comprends pas d'abord ce mot. Voilà, bon. Donc, la demande initiale, c'est une vraie difficulté, c'est d'amener la personne à évoluer dans sa demande. Et que comment on arrive à faire évoluer la personne sur cette question de la demande qui n'est rarement celle de l'adaptation. Ensuite, réaliser un projet de travaux, c'est toujours une aventure. Enfin, même pour nous qui ne sommes pas à 75 ans, quand on fait venir une entreprise, on se dit toujours qu'on prend un risque. Vous n'êtes pas d'accord? Sauf pour ceux qui ont du bol, mais on sait quand ça commence, ça on sait. Parce qu'au début, ça va assez vite pour casser, machin. Mais après, on ne sait pas trop quand ça va se terminer. On connaît les désagréments pour les entreprises d'intervenir en milieu occupé. Milieu occupé, la bonne dame, machin, le monsieur, machin, très gentil, mais bon, voilà. Et puis, il y a ces chantiers qui s'éternisent.
Hein, parce que finalement, on attend l'entreprise pour finir les finitions, la question des finitions. Tout le monde connaît. Hein. Bon, et ben eux aussi connaissent. Voilà. Alors, les moyens financiers à engager. C'est vrai que là, pour une personne qui n'a jamais engagé de ce type de travaux, même des personnes qui ont le droit à l'action sociale n'ont jamais été amenées à faire jusqu'à présent de ce type de demande, c'est qu'est-ce que ça va me coûter ? Et qu'est-ce qui va pouvoir être financé? Et puis, faire appel à qui pour ces travaux? Enfin, un dernier point, c'est l'impact du nouvel aménagement. Cet impact-là, vous l'avez, et ça rejoint les résistances internes, c'est comment, une fois que j'aurai enlevé ma baignoire, mais ça vous le savez tous, je vais pouvoir accueillir mes petits-enfants pour les baigner, avec ma belle-fille qui va se poser des questions. Voilà. Le conjoint qui n'est pas toujours convaincu de modifier un logement qui, lui, ne pose pas de problème. C'est-à-dire que tout le monde ne vit pas même, n'a pas forcément les mêmes... on n'est pas tous ensemble en même temps, indépendants, autonomes. Bon. Il peut y avoir... Donc, il faut parfois... Le principal point, parfois, c'est de... Bien. Quel logement légué quand il est marqué par ces aménagements? Voilà. Du coup... Il me reste 5 minutes pour vous dire comment, là, on arrive à faire le boulot. Ça va être vite vu. Il faut donc comprendre ces facteurs de résistance dont j'ai parlé. Et il faut savoir lier l'expertise technique avec l'approche humaine. Et ça, si on ne le fait pas, on sera un bon technicien, mais on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de la démarche avec la personne. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de l'écoute, valider avec elle les points importants du projet. Il faut rechercher des alliés. Si, il peut y avoir de temps en temps des enfants qui poussent derrière, et pour avancer et rassurer la personne. Il faut aider à réfléchir sur les conséquences d'une hospitalisation, parce qu'au bout d'un moment, quand la personne vous a dit qu'elle est déjà tombée 3 ou 4 fois, il faut quand même lui parler vrai. Et donc, à ce niveau-là, c'est la question du placement d'établissement, c'est le coût de la prise en charge, c'est le temps passé pour trouver une solution alternative qui sera du coup pas souhaitée. Hein, qui peut être l'EHPAD, même si maintenant les EHPAD sont très sympas, mais voilà. Aider à tirer les leçons des problèmes de santé de ses propres parents ou du voisin, puisque maintenant on voit bien qu'on aide tôt nos parents qui vieillissent. Donc du coup, ça serait bien qu'on en tire quelques leçons pour anticiper son logement, surtout quand on a entre 65 et 75 ans. C'est aussi voir que l'ami, le voisin, il a adapté son logement, ça se passe bien. Finalement, le cousin aussi, c'est pas mal aussi de le mettre dans le coup. Alors pour ça, nous, on a travaillé sur des dispositifs de sensibilisation, les ateliers du bien chez soi qu'on a élaborés avec la CNAV et les CARSAT. On a mis en place un jeu qui s'appelle Mon logement et moi, où c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu le jeu de loi, mais avec une vraie maison, voilà, donc, et on se pose des questions de l'aménagement. On a mis en place un logement nomade. Hop, on monte tout sur place et on fait visiter les pièces qui sont des pièces un peu montées rapidement, mais ça tient la route. Il y a le café des aidants et des aidés. Nous aussi, on se dit que si on veut arriver à travailler sur l'adaptation du logement, ça va peut-être forcément aider le travail de l'aidant. Pareil, pas idiot. La participation au forum Semaine Bleue et au Salon de l'Habitat, ça, c'est un bon moyen pour toucher les personnes. Alors, se faire aider pour mener à bien son projet de travaux, bah oui. L'important, c'est de faire appel aux réseaux de professionnels qui sont spécialisés dans ce domaine. Et en ce qui nous concerne, nous, on n'est pas rémunérés au montant des travaux. C'est-à-dire qu'on en est pour 3 000 ou 15 000 euros. L'ingénierie, ça sera la même. On ne vous demandera pas plus. Donc c'est ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On passe un contrat avec vous. Tant pis s'il y en a pour 15 000 euros. La prestation qu'on demandera restera la même. Et ça, c'est très important. Et puis, il faut... c'est cette question de la neutralité de l'expert que l'on peut l'être et que peut être l'autre. Il faut à chaque fois diagnostiquer avant de faire. Le pire, c'est de faire appel à une entreprise qui vous propose des devis gratuits. Et je ne vous dis pas le reste. Il n'y a que les devis qui sont gratuits. Le reste, ça peut très bien chiffrer. Nous, les constats qu'on fait, c'est que en fonction d'un projet où on va faire un estimatif, nous, une fois qu'on a fait la visite, on peut avoir, par rapport aux devis qui sont proposés, de 5%, ce qui est normal, jusqu'à 20% d'écart, ce qui commence à faire beaucoup. Sur des projets qui sont en moyenne entre 7 000 et 10 000 euros. Hein, voilà, les coûts d'adaptation et d'aménagement du logement. Travailler évidemment sur un projet global, donc c'est les travaux d'adaptation bien sûr, mais c'est aussi la domotique. Alors, on va bientôt mettre de la robotique, comme ça on sera tranquille, on aura pris le pli. C'est aussi les aides techniques.
Et donc, c'est comment on aménage et on a une vision d'ensemble pour que la personne puisse aménager son logement. Mais il faut savoir hiérarchiser les priorités. C'est-à-dire essayer de fourguer toutes les aides techniques, toute la domotique et toute l'adaptation de l'accessibilité. Ça, c'est la meilleure façon pour qu'on en reste au début et qu'on revienne à la question du confort. Donc, il faut savoir, avec la personne, jauger, si vous voulez, ce qui est acceptable, ce qui est possible et ce qui est réalisable. Et ça, d'autant plus que maintenant, ça a été évoqué une fois, il y a la question des normes et des économies d'énergie. On l'a bien dit, ces personnes âgées, elles ont vieilli en même temps que leur logement. Donc le réseau électrique, très souvent, si on ne le fait pas, on a loupé un truc. Voilà. Après, il y a la question d'analyser les de vie. J'en ai parlé, et c'est vrai que cette question d'analyser les de vie, il faut bien regarder ça de près. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas toujours faire appel à l'artisan connu, à celui qui vous a toujours aidé. Parce que sur la question d'adaptation, il ne fera pas les 5 cm qui fera que votre baignoire restera votre salle de bain restera toujours aussi dangereuse, notamment sur la douche, parce qu'il n'aura pas fait exactement ce qui avait été demandé. Donc il faut qu'on puisse conseiller sur les entreprises, les artisans qui ont été formés et qui surtout ont des références dans ce domaine-là. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on est sorti d'affaires et on est parti pour 20 ans de plus, au moins. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, et nous c'est ce qu'on propose, c'est qu'il est important de voir que tous ces aménagements, cette domotique, ces aides techniques, aient bien été appropriés et utilisés par les personnes. Or, et c'est tout nouveau, là, on suggère que 3 mois après, on passe voir avec la personne si elle utilise bien les choses. Parce que vous pouvez avoir fait l'aménagement le plus top qui soit, mais s'il est utilisé à 20%, c'est dommage. Et donc, il y a l'idée de revenir une deuxième fois pour s'assurer que tout ça soit bien intégré, que des conseils d'usage puissent être proposés. Et puis, je pense que c'est important de capitaliser ce projet, parce que c'était un projet qui n'a pas été facile à mener, et que la personne, souvent, on est contente, on est ravi, pour le valoriser auprès de l'entourage. Ça peut aider d'autres personnes et en faire finalement de véritables ambassadeurs. Voilà un petit peu ce que nous essayons de faire à travers notre prisme d'opérateur logement sur le volet personnes âgées handicapées.